Dans cet entretien longévité, nous allons comprendre les facteurs qui déclenchent cette maladie, découvrir la thérapie nutritionnelle et les aliments anti-cancer. Nous allons comprendre les marqueurs biologiques qu'il faut surveiller et vous allez nous révéler le rôle clé des régimes hypoglucidiques et du régime cétogène dans les traitements et la prévention des cancers. Vous allez également nous donner les clés pour nous protéger et pour prévenir ces maladies là où c'est possible, en tout cas réduire les risques de développer les cancers. Dr JQC, j'aimerais d'abord vous présenter à la communauté Even, à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Vous êtes médecin hématologue et oncologue. Vous êtes également experte en nutrition et en micronutrition. Et depuis plus de 20 ans, vous vous consacrez à traiter, à sauver des patients atteints du cancer. Vous êtes enseignante et vous êtes conférencière. Vous êtes également auteur de 2 livres. Le premier s'intitule Cancer, le glucose en question, et le deuxième, pour lequel on se voit aujourd'hui, s'intitule Cancer, maladie génétique, crise énergétique, cellulaire, point d'interrogation. Alors, on va plonger dans l'interview maintenant, qu'on vous a présenté. Dr JQC, quelle était votre motivation pour écrire ce livre? Alors, ma motivation pour écrire ce livre, je peux la décrire en 2 points. Premièrement, écrire ce livre m'a permis d'organiser mes propres idées par rapport à cette maladie. Et deuxièmement, le but était de semer une graine. Je voudrais convaincre les personnes qui peuvent être convaincues qu'il est temps de changer de paradigme dans cette maladie. Le paradigme actuel ayant montré ses limites, et on peut tous le constater, il est temps d'évoluer vers une nouvelle vision de cette maladie, qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs. Jusqu'à présent, les cellules cancéreuses étaient vues comme des cellules rebelles. Or, il s'agit maintenant de les voir comme des cellules qui sont en état de stress, qui sont en détresse en fait. Voilà. On va plonger dans cette interview dans votre paradigme, vous allez nous l'expliquer. Docteur JQC, comment est-ce que vous êtes devenu oncologue? Comment je suis devenue oncologue? C'est une excellente question. Vous savez que la vie est faite de beaucoup de hasards. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs sur mon parcours. Déjà, je suis devenue médecin par un pur hasard. Quand j'ai eu mon bac avec mention, je n'ai trouvé aucune fac à part la fac de médecine qui a voulu m'accepter. Et donc, je suis devenue médecin comme ça. J'ai apprécié la discipline. Et puis, au cours de mon parcours, j'ai rencontré le professeur Michel Lepoirier, mon professeur d'hématologie. Donc, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour la discipline hématologie. Je le remercie encore jusqu'à aujourd'hui, un excellent professeur. Puis un nouveau tournant de ma vie a été la cancérologie, un pur hasard, un poste qui s'est offert à moi intéressant. Et donc j'ai embrassé cette discipline que j'affectionne, qui me passionne, qui m'a conduite donc à ces 2 livres que vous pouvez découvrir. L'oncologie est pour notre génération un véritable challenge. Pourquoi? Comme l'ensemble des maladies chroniques actuelles, compte tenu de leur évolution complètement épidémique, presque immaîtrisée si on peut dire, quelles que soient les latitudes. Docteur JQC, vous dites que les cancers est une épidémie et avant de comprendre les théories des cancers qu'on va aborder dans cette partie de notre entretien, j'aimerais citer quelques chiffres pour que tout le monde puisse se rendre compte de pourquoi vous dites que c'est une épidémie. Malgré les avancées de la science et de la médecine, les cancers représentent en France la première cause de décès chez l'homme, la deuxième chez la femme. Alors, ce qui est aussi intéressant ou tragique, c'est que les Européens sont défavorisés par rapport au reste de la population mondiale parce que nous représentons 10% de la population mondiale et nous représentons 25% des Européens, des cancers qui sont répertoriés en Europe. Voilà. Et pour terminer ce triste tableau, chez les 65-84 ans, les tumeurs est la première cause de décès. Docteur JQC, en début du livre, vous dressez une liste impressionnante, presque exhaustive,
des traitements existants contre les cancers, parce qu'il y a d'autres qui sortent tout le temps. Chimiothérapie, des thérapies ciblées, immunothérapie, mais vos conclusions sur leur efficacité sont pour le moins mitigées. Écoutez, je pense que nous pouvons tous constater qu'au jour d'aujourd'hui, le cancer est une maladie qui est loin d'être derrière nous. Notamment ceux qui rentrent dans le parcours du cancer savent la peur qu'ils vivent. Même lorsqu'on leur annonce une rémission, la peur de la rechute est toujours présente. Les avancées en matière de cancérologie se sont faites vraiment à tout petits pas. Et on a l'impression qu'on arrive actuellement à une asymptote. Et pour nombre de cancers, il n'y a pas eu grande évolution, en particulier les cancers de la sphère ORL, les cancers de la sphère digestive haute comme l'œsophage et l'estomac, pour lesquels les taux de survie sont vraiment très faibles à mon sens. Moins de 25% de survie à 5 ans, ce qui correspond à peu près au taux de survie que l'on observait après la chirurgie dans les années 50. Voilà, c'est pour ça que je pense que les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, même en rajoutant les traitements généraux que vous avez cités, sont insuffisants et qu'il est peut-être utile de regarder un petit peu ailleurs. C'est-à-dire que les thérapies ciblées, l'immunothérapie, tous ces nouveaux éléments qui sont arrivés, nouvelles thérapies qui sont arrivées ces dernières années, pour vous, sont insuffisantes encore. Ils n'ont pas démontré leur efficacité. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont guéri aucun cancer. Vous dites que les solutions médicamenteuses qui associent des molécules pour fabriquer des cocktails supertoniques comprenant des chimiothérapies, l'immunothérapie, hormonothérapie, et je cite votre livre, est une course qui ressemble à une agitation chaotique n'ayant pas trouvé le sens. Et vous posez la question, et si on se trompait de voie, pourquoi, selon vous, la médecine se tromperait de voie, ou la science? Alors peut-être que... Est-ce que la médecine se trompe de voie? La médecine a toujours été dans des recherches, c'est-à-dire que nous empruntons une voie que nous explorons jusqu'à son terme, et lorsque nous constatons que cette voie montre des limites, il est évident qu'il faut changer de voie, persister dans, entre guillemets, si je peux dire, l'erreur. N'est pas logique. Et on voit bien, comme je disais précédemment, que nous n'arrivons pas au résultat que nous aurions souhaité. Quand une nouvelle molécule arrive sur le marché, les promesses sont toujours immenses, voyez-vous. Et puis, on se rend compte au bout de quelques années que malheureusement, ces promesses ne correspondent pas à nos attentes. En tout cas, si on prend par exemple le cas des thérapies ciblées, c'était un immense espoir lorsqu'elles ont été annoncées. Et on a l'impression d'en être toujours au même point avec des malades et des praticiens qui sont toujours dans la peur de la rechute de la maladie. C'est une maladie qui est très inconfortable, cette maladie cancéreuse. On la vit dans la peur parce que la confiance, finalement, dans les thérapeutiques est loin d'être proche de 100%, si on peut dire. On n'a pas la même attitude lorsqu'on a un rhume, par exemple. Un rhume, on sait qu'on va être guéri. Quand on a un cancer, le doute s'installe automatiquement. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut changer, en fait. Peut-être en changeant de voie, peut-être qu'on arrivera à changer cela, à retrouver la confiance dans une thérapeutique. Pour l'instant, on n'a pas la confiance dans les thérapeutiques. La thérapeutique, il y a éventuellement la question comment on en arrivé là, on en parlera. Vous posez dans le livre une question qui est centrale, et si, vous dites, et si le cancer n'était pas une maladie génétique? Alors, si je comprends bien, c'est cette théorie-là aujourd'hui qui est prévalente dans la médecine? Oui, c'est la théorie génétique qui prévaut, celle qu'on appelle la théorie de la mutation somatique, qui est apparue dans les années 60. C'est la théorie sur laquelle se sont basées l'essentiel de nos thérapeutiques actuelles, et en particulier les thérapies ciblées. Malheureusement, ces thérapies ciblées démontrent leurs limites. C'est la raison pour laquelle entre autres, bien sûr, je pose la question, est-ce qu'on ne se trompe pas de voie en prétendant que le cancer est une maladie génétique? Et il faut savoir également que cette théorie de la mutation somatique, qui est une théorie, n'a pas été démontrée jusqu'à ce jour.